Et je voulais juste citer un homme que je trouve très intéressant sur ce sujet, qui est Abraham Shalom Yehuda, qui est un juif palestinien, qui a rencontré à plusieurs reprises Théodore Herzl et qui s'est opposé au sionisme. C'est un linguiste expert des questions même du langage interreligieux. Son profil est assez passionnant. Et c'est un juif palestinien et qui va dire à Théodore Herzl: il est voué à l'échec, en fait, votre projet du sionisme. Et puis, il leur reproche de vouloir occidentaliser les juifs orientaux. C'est-à-dire que lui, en tant que juif oriental, il ne se reconnaît absolument pas dans le sionisme. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre tout le racisme qu'il y a aujourd'hui dans l'État d'Israël. Il est pour moi, pas que pour moi, il est structurellement ancré dans la doctrine sioniste elle-même. Et pour ça, il faut regarder le traitement qu'a réservé l'État juif aux juifs orientaux. Et je veux dire, dès maintenant, on y reviendra peut-être après, que les deux propositions qui sont formulées par les Nations Unies, le comité d'experts des Nations Unies, quand ils voient effectivement tous les conflits qu'il y a générés entre le mouvement sioniste qui va devenir l'État d'Israël et les Palestiniens, ils vont proposer deux solutions. Aujourd'hui, tout le monde parle de la solution à deux États. Mais en réalité, le comité d'experts propose deux solutions. Et la première, c'est un État unique. Et cette solution va être rejetée par le vote des États présents. Et c'est une 38 États, je crois, qui votent à ce moment-là. Il faut rappeler quand même que tous les pays du Sud global étaient encore colonisés. Donc, ils n'avaient pas voix au chapitre, ils ne pouvaient pas s'exprimer. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même resituer l'agenda aussi occidental, impérialiste, dans le soutien au mouvement sioniste au moment où la Palestine est sous mandat colonial. Donc pour revenir au fait que l'injustice du peuple palestinien, elle commence même bien avant 1948. La grosse plaie du peuple palestinien, c'est souvent cité 1948 parce que c'est la reconnaissance de la création de l'État d'Israël et l'expulsion de plus de la moitié du peuple palestinien qui ne pourra jamais revenir sur ces terres. Et pire que ça, il va littéralement être pillé. Moi, les biens de ma famille, il y a une loi qui a été adoptée en Israël qui s'appelle la loi des absents, cyniquement, en 1951. Donc on est très peu de temps après l'exode des Palestiniens. Israël qui se défend toujours de ne pas avoir voulu expulser les Palestiniens, de ne pas avoir voulu les défaire de leurs terres. On s'étonne quand même que ce même État adopte 2 ans après la Nakba, au moment où les Palestiniens sont encore dans la boue et dans les tentes. Vous parlez de votre famille, du côté maman, côté papa? Les deux. J'ai 3 grands-parents, on a le temps de revenir dans le détail, mais j'ai une grand-mère qui est syrienne. On dit que votre papa est syrien. Ah non. Il est de où, votre papa? Non, c'est du côté de ma mère, justement. Du côté de mon père. On a pu lire à gauche, à droite sur Internet que votre papa était syrien, qui travaillait pour Bachar el-Assad. Oui, j'y reviendrai. Je veux juste dire que je reviendrai juste après. Maman était riche et que machin. Non. Ça serait... Donc, je veux juste revenir sur ça. Donc, l'historicité vraiment de cette question de l'injustice faite au peuple palestinien. Il y a eu un cumul trop important. Donc, le Hamas, on reviendra tout à l'heure peut-être sur toutes les grandes étapes, et l'autorité palestinienne, les accords d'Oslo, toutes les tentatives faites aussi par les Palestiniens visant à négocier avec les Israéliens, qui, je le redis, sont quand même leurs colonisateurs, sont quand même les occupants de leurs terres. C'est assez... Les Israéliens? Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, les Palestiniens... Quand on écoute les Israéliens, on remonte à l'empereur machin... Non, mais attendez, la Bible n'est pas un cadastre. Sinon, on est proche de Daesh. Je veux dire, on est proche de Daesh qui se pointe dans des régions pour dire on va remettre le califat, on va réinstaurer le califat, et puis les textes disent... Et non, je suis désolée. La Bible n'est pas un cadastre. Et par ailleurs, Ilan Pappé, qui est juif et israélien, qui a fini par quitter Israël parce qu'il ne pouvait même plus enseigner l'histoire de la Nakba, tant ce thème est censuré. Il dit, les sionistes... Donc Jésus, c'est pas le roi des Juifs. Il résume ça en une phrase très intéressante. Il dit, les sionistes ne croient pas en Dieu, mais ils vous diront que Dieu leur a promis la terre. Et ça, c'est très drôle parce que c'est vraiment ce qui se passe avec Israël, c'est que Théodore Herzl lui-même n'est pas... Vous n'avez jamais fait Shabbat avec des Juifs? Théodore Herzl... Non, mais on sépare deux choses. Qu'il y ait des croyants, d'une part, voilà, mais... Vous avez déjà fait Shabbat avec des Juifs? Oui, j'ai des connaissances juives dans ma vie. Est-ce que vous avez déjà fait Shabbat? Sur la Est-ce que vous avez Shabbat, non. déjà été invité Non. Non. Non.
Mais je veux dire, je ne vois pas ce que ça apporte. Je veux dire, c'est comme si, je disais, pour comprendre une région d'un pays arabe, il faudrait que tu aies fait le musulman ou l'Aïd avec un musulman. Ça n'apporte rien. Et faire le ramadan avec les musulmans, mais ça n'apporte rien. On a une compréhension. Ça apporte quelques kilos, parce que là, c'est très dangereux. Là, c'est très dangereux parce que tu fais. Parce que le ramadan avec les musulmans, c'est pas intéressant. C'est intéressant, mais je veux dire, là, en termes de compréhension de la question israélo-palestinienne, c'est pas ça qui est important, c'est la question du sionisme politique. Vous avez reçu Ronnie Broman et Alain Grèche ici, qui ont été très pertinents sur ce sujet. Et il faut faire attention aux amalgames qui sont faits entre confession et adhésion à une idéologie politique. L'idéologie politique qui porte le projet israélien, jusqu'à aujourd'hui, c'est le sionisme. Et donc c'est ça c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Et ce sionisme-là, la dimension nationale, à la limite, même moi, si vous voulez, réfugiée de la Nakba, descendante de la Nakba, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'une population, bien qu'ils aient été contredits et contestés, y compris par les Juifs eux-mêmes, je veux dire, c'est très minoritaire initialement le mouvement sioniste quand il émerge. Il est même perçu comme un mouvement, comme une réponse de la bourgeoisie libérale, là où tu as le Bund, par exemple, sous l'Empire tsariste, qui est l'union des travailleurs juifs, qui s'oppose fermement au mouvement sioniste, qui dit mais en fait notre libération ne viendra pas de ce petit cercle d'intellectuels qui pensent qu'on va retourner vivre ou aller refaire un État pour le peuple juif en Palestine. Ils pensent que leur libération va se passer dans les luttes internes en réalité, c'est-à-dire penser vraiment des sociétés qui ne soient plus antisémites. Donc ça, je veux dire, il faut aussi le resituer. Et je voulais juste citer un homme que je trouve très intéressant sur ce sujet, qui est Abraham Shalom Yehuda, qui est un juif palestinien, qui a rencontré à plusieurs reprises Théodore Herzl, et qui s'est opposé au sionisme. C'est un linguiste expert des questions même du langage interreligieux. Son profil est assez passionnant. Et c'est un juif palestinien, et qui va dire à Théodore Herzl, il est voué à l'échec en fait, votre projet du sionisme, et puis il leur reproche de vouloir occidentaliser les juifs orientaux. C'est-à-dire que lui, en tant que juif oriental, il ne se reconnaît absolument pas dans le sionisme. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre tout le racisme qu'il y a aujourd'hui dans l'État d'Israël. Il est pour moi, pas que pour moi, il est structurellement ancré dans la doctrine sioniste elle-même, et pour ça, il faut regarder le traitement qu'a réservé l'État juif aux juifs orientaux. Que ça soit aux yéménites, aux juifs yéménites, où on sait qu'il y a eu plusieurs milliers d'enfants qui ont été arrachés à leur famille. C'est une affaire d'État en Israël, vraiment. Il a fallu déclassifier des archives. Il y a eu des grosses associations qui se sont structurées pour obtenir justement l'accès à ces archives-là, et qui documentent qu'il y a eu plus de 60 établissements de santé officiels de l'État qui ont été impliqués dans comment on appelle ça, le kidnapping, vraiment. Enfin, pas des kidnappings, parce qu'on faisait croire aux familles que les enfants étaient morts. C'est-à-dire qu'on les gardait dans des crèches, on faisait croire aux familles que les enfants étaient morts, et en fait, après, on les réutilisait pour des adoptions à des familles juives européennes. Il y a aussi le cas de la stérilisation forcée des femmes juives éthiopiennes, qui est là aussi parfaitement documenté. Je n'ai pas les chiffres dans le détail, mais je veux dire, ça aussi, c'est une affaire d'État. Vous retrouvez très facilement des sources là-dessus. Et il y a un film que j'ai vu il y a quelques années, le nom de la réalisatrice m'échappe, mais peut-être le retrouver pendant qu'on discute, qui porte sur les Mizraïm, donc, qui sont les Juifs, c'est le nom qu'on donne aux Juifs orientaux. Et Sophie Bessi est elle-même juive en fait. Et elle explique elle aussi très bien que Israël, en fait, dès le début, a eu un racisme envers les Juifs orientaux. C'est-à-dire qu'on voyait comme des Ben Gourion, qui est le fondateur, le Premier ministre d'Israël, qualifiait justement les Juifs éthiopiens de primitifs. Et donc ils avaient jusqu'à maintenant, il y a un racisme entre les séfarades, les Ashkénazes, et ces Mizraïm, en fait, qui sont les Juifs orientaux, ont été très très discriminés. Et les Juifs du Maroc, pareil, qui ont été concentrés dans des camps de transit à Ashdod, justement. Et c'est l'élément historique pour moi qui permet le mieux de comprendre
ce qu'il y a de racisme justement dans la doctrine sioniste qui a été pensée par des juifs occidentaux et qui s'est inspirée des nationalismes européens qui a l'air de la colonisation, quoi. Donc c'était parfaitement normal, au moment où Théodore Herzl pense à un projet colonial, c'est parfaitement normal pour lui de dire bon, on va aller s'installer là-bas et puis on va s'occuper des barbares palestiniens qui sont là-bas et nous, on est la civilisation. Et jusqu'à maintenant, cette rhétorique est convoquée par Netanyahou lui-même, qui dit, quand il fait une interview en France, il dit « Nous faisons avec les Arabes palestiniens ce que vous devriez faire avec vos banlieues, avec les Noirs et les Arabes de vos banlieues. » C'est-à-dire c'est une lutte... C'est sourcé, ça? Ah oui, c'est l'interview qu'il a donnée à LCI en visio au moment où nous avions manifesté, par ailleurs, pendant la campagne, pensant qu'il était là présent. En fait, c'était un enregistrement qu'il avait fait. Il dit, nous faisons avec eux ce que vous aimeriez faire, en fait, avec ces Arabes et Noirs qui sont dans vos banlieues. Et donc, l'article de Alain Grèche, que je vous recommande vraiment de lire, qui est intitulé « De la colonisation à l'apartheid », il retrace justement tout ce qui a guidé le projet sioniste et israélien, politiquement j'entends, sur cette question du racisme, parce que si aujourd'hui on parle d'apartheid, depuis quelques années, si on parle d'apartheid, c'est quoi l'apartheid si ce n'est... C'est la communauté des experts qui travaillent sur ce sujet. Donc je peux vous citer le rapport d'Amnesty International, je peux vous citer le rapport de Human Rights Watch, je peux vous citer le rapport de B'Tselem, qui est une ONG israélienne, je peux vous citer le rapport de l'ONG Al-Haq, qui est une ONG palestinienne, et plus encore, les Sud-Africains eux-mêmes, qui, à la tribune de leur plaidoirie à la CIJ, disent, en plus de la question du génocide qu'on présente au moment où ils ont présenté l'affaire sur le risque de génocide, disent eux-mêmes, ce que vivent les Palestiniens, c'est un apartheid. Voire même, il est plus grave, enfin plus avancé que celui que nous avons connu. Et on a également le dernier avis de la Cour internationale de justice portant sur les conséquences de la colonisation de la colonisation et de l'occupation par Israël en territoire palestinien. Et la CIJ dit, en fait, une des conséquences, c'est qu'on arrive à un régime de séparation, quoi. Donc, c'est-à-dire des routes pour les Palestiniens, des routes pour les colons israéliens, un tribunal militaire pour les Palestiniens, un tribunal civil pour les Israéliens. Et on a vraiment une architecture vraiment de l'apartheid aujourd'hui qui est parfaitement documentée, pour laquelle il faudrait vraiment revenir en détail, parce que c'est un sujet, moi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et qui, juridiquement, il faut vraiment s'y attarder. Donc là, je ne veux pas faire trop long, si on veut revenir là-dessus, mais juste peut-être conclure sur le fait qu'il faut avoir à l'esprit que la bataille que mène le peuple palestinien, c'est bien entendu contre une entité coloniale. Moi, je peux vous dire, est-ce que c'est une raison pour être... Et qui projette sur eux du racisme et un nettoyage ethnique depuis le début.